Bonjour Reza Zia Ebrahimi. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Reza, vous êtes historien, professeur associé au King's College de Londres, spécialiste des nationalismes et des races, et vous venez de publier un ouvrage aux éditions Amsterdam, Antisémitisme et Islamophobie, une histoire croisée. Vous proposez, en remontant jusqu'au Haut Moyen-Âge, une généalogie parallèle et entremêlée du racisme à l'égard des Juifs et celui à l'égard des musulmans. Avant de rentrer dans le détail de votre proposition, de vos hypothèses et de vos thèses, rien que le titre de votre essai va en crisper plus d'un, parce que au-delà du parallèle qu'il suppose, il utilise le terme d'islamophobie, un terme qui est très débattu, notamment en France. Vous parlez de déni d'islamophobie qui fonctionnerait selon le syllogisme suivant. L'islamophobie critique l'islam n'est pas une race, donc l'islamophobie n'est pas un racisme. Comment est-ce que vous déconstruisez cet argument et en quoi l'islamophobie, pour vous, est un racisme? Bien, je devrais commencer par dire que la cible du débat sémantique en France n'est pas le terme d'islamophobie, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La cible est l'idée même qu'il puisse y avoir une forme de racisme qui viserait les musulmans. Le terme d'islamophobie tel qu'il est défini par les universitaires sérieux, les instances internationales et les associations antiracistes n'est pas une critique de l'islam, mais plutôt précisément une forme de racisme qui racialiserait les musulmans et créerait une structure institutionnelle qui les discriminerait ou leur nierait l'égalité des chances dans un contexte national ou transnational. Le débat tel qu'il existe en France du déni d'islamophobie est effectivement quelque chose de très intéressant. Je me suis penché sur la question. Je pense que l'armature idéologique du déni d'islamophobie aujourd'hui, tel qu'on le retrouve partout dans le monde, a été bâtie en France. J'en parle dans mes recherches. Mais nous sommes évidemment dans une situation de mondialisation des idées et de réseaux, si vous voulez, de chambres à écho, etc., qui font que ces idées se retrouvent maintenant quasiment mot pour mot dans les blogs d'extrême droite américains ou dans la bouche de politiciens du Parti conservateur britannique, etc., etc. Mais les idées sont originaires de France. Ce qui ne veut pas dire que le déni d'islamophobie est une spécialité française, mais je pense qu'il y a un consensus quasi universel sur cette question en France. Et effectivement, il y a un coût à utiliser le terme. Je pense que l'une des raisons en est qu'en France, on ne veut pas que des membres d'une minorité puissent trouver leur voix et exprimer leur expérience alternative et différente de la vie dans la République française. Alors, vous avez parlé là dans votre réponse de racialisation. Vous avez dit ça permet de racialiser en fait certaines personnes. Vous écrivez dans votre livre que cette racialisation n'est pas apparue au XVIIIe siècle, comme on peut l'entendre parfois dans la bouche de certains. C'est-à-dire que ce n'est pas apparu en fait avec la modernité. La racialisation, je le rappelle, c'est un processus plus ou moins conscient de catégorisation et de production de hiérarchie raciale au sein d'une société, une catégorisation d'ailleurs qui peut être plus ou moins radicale, plus ou moins agressive, plus ou moins stigmatisante. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que la racialisation n'est pas apparue avec l'époque moderne? Donc vous avez raison sur la racialisation. Il faut juste peut-être rappeler que la race aujourd'hui, en tout cas le consensus universel qui existe dans le monde scientifique, est que les races n'existent pas, qu'il n'y a qu'une race humaine. Dès lors, la race ou l'imaginaire de la race est une construction sociale. Et la racialisation est donc précisément, comme vous l'avez dit, ce processus de formation d'idées raciales, c'est-à-dire attribuer des différences afférentes au corps ou à la culture sont utilisées pour postuler l'existence d'une race. Et ensuite, ce postulat est employé pour la domination du groupe en question dans une structure souvent étatique qui vient se greffer, si vous voulez, sur ce processus de racialisation. Or, je pense qu'il existe une présomption chez la majorité des gens selon laquelle c'est un phénomène purement moderne qui n'apparaît qu'au XVIIIe et XIXe siècle. Et la raison en est que dans l'imaginaire collectif,
le racisme biologique occupe une place très importante. Donc le racisme biologique qui existe dans le cadre de l'esclavage ou alors de l'antisémitisme nazi. Je pense que cette présomption passe sous silence le fait que déjà au Moyen Âge, on est très préoccupé par le corps, par la forme du corps, par la couleur de la peau, par le sang, les humeurs, les odeurs, etc. Et que donc on pourrait dire, à l'instar de Geraldine Heng, qui est une médiéviste, que l'idée de cette immuabilité raciale qui prend ses racines, qui plonge ses racines dans le corps, existe depuis le Moyen Âge. Et j'en veux pour preuve, par exemple, que on s'imagine au Moyen Âge que les Juifs émettent une odeur particulière qu'on appelle le foetor judaicus, que les hommes juifs saignent de leur partie génitale dans une sorte de menstruation masculine, que le sang des Noirs n'est pas rouge mais noir ou vert selon les thèses, etc., etc. Donc on trouve cette racialisation biologique déjà bien avant. Et l'exemple le plus flagrant qui présente déjà un croisement entre l'histoire de l'islamophobie et de l'antisémitisme est l'idée de pureté de sang, limpieza de sangre, dans l'Espagne du XVIe, XVIIe siècle, l'Espagne post-Reconquista. Donc ici, le sang des chrétiens d'origine juive, c'est-à-dire les maranes, et les chrétiens d'origine musulmane, c'est-à-dire les morisques, comme on les appelait, on est persuadé que le sang présente des propriétés qui prédisposent ces individus à la déloyauté envers l'Église, envers l'État et à l'hérésie religieuse. Donc, alors même qu'au XVIe siècle, les maranes et les morisques sont convertis au christianisme depuis plusieurs générations, la conversion cesse d'avoir l'effet escompté. Donc, il y a quelque chose d'immuable dans leur être qui est dans leur sang en quelque sorte et qui traverse les générations. Évidemment, le sang ici est une métaphore, mais qui est une métaphore qui regroupe les caractères, justement les caractères donc racial et immuables que ces individus peuvent avoir. Et cela n'est pas purement innocent, puisque cela mène à la construction d'une structure sociale et institutionnalisée qui domine les morisques et les maranes, qui leur interdit certains postes et qui les expose à la traque incessante de l'Inquisition jusqu'au XVIIe siècle et même au-delà. Alors derrière la question, derrière le terme, derrière le concept de racialisation, il y a la problématique de l'assignation identitaire qui, au-delà de toute vérité sociologique, a abouti en fait à des discriminations. Donc là, vous avez parlé de biologie, d'attrait biologique, mais parfois en fait, il suffit juste d'avoir le teint un peu hâlé pour être considéré en gros comme un arabe ou comme un juif, et ensuite genre de subir les stigmates qui vont avec cette pseudo-appartenance. Est-ce que c'est ça, au fond, qui fonde aussi cette assignation identitaire, qui fonde le parallèle que vous faites entre l'antisémitisme et l'islamophobie? Oui et non. C'est-à-dire que dans l'esprit du raciste, la cible du racisme est une cible présumée. D'accord? Donc dans un cadre purement d'interaction entre des individus, et donc non pas dans le cadre institutionnalisé, c'est la présomption qu'une personne est juive, ou une présomption qu'une personne est noire, ou une présomption qu'une personne est musulmane, etc., qui mène au déclenchement peut-être d'un comportement raciste. Je vous donne un exemple. Dans le quartier dans lequel je vis à Londres, il y a quelques années, en 2016, un forcené s'est présenté dans un train avec un couteau en criant « Je veux tuer un musulman ». Et cette personne a observé les passagers, s'est arrêté devant un homme et sans échanger un mot, sans demander confirmation, etc., lui a plongé donc le couteau dans le corps, causant des blessures très graves et des handicaps pour cette personne. Cette personne était musulmane et donc il y avait des indices qui ont indiqué à ce tueur islamophobe que cette personne était islamophobe. Donc il y a des indices physiques, biologiques,
vestimentaires, etc., qui permettent l'identification de la cible. Mais ce n'est pas toujours le cas. Comme tout le monde le sait, au lendemain du 11 septembre, il y avait eu le cas d'un propriétaire de station-service au Texas qui se trouvait être un sikh, donc qui portait une longue barbe et un turban comme les sikhs pratiquants les portent, et qui s'est fait abattre à bout portant par quelqu'un qui voulait prendre sa revanche sur l'attaque de la veille. Donc il y a toujours une présomption et donc cela crée une zone d'ambiguïté dans les situations individuelles, etc., où ce genre d'événements peuvent se situer. Alors j'aimerais revenir en fait sur votre raisonnement historique, parce que j'ai lu donc un papier du philosophe Yvan Segré qu'il a publié sur le site Lundi Matin, où il souligne que dans vos généalogies historiques, il y a un point que vous n'analysez pas vraiment, c'est le fait que les Juifs ont toujours constitué des minorités, à la fois dans les sociétés chrétiennes et dans les sociétés musulmanes, alors que précisément les musulmans ont été combattus largement, mais ils ont été plutôt considérés comme des sujets légitimes, et ce jusqu'au 19e siècle. Est-ce que l'on n'a pas là le fondement d'une différence importante entre ce qui fonde l'islamophobie et ce qui fonde l'antisémitisme? Enfin, la critique, si on peut l'appeler ainsi, est caduque. Cela ne rentre pas dans le cadre de mon étude. Mon étude est une analyse de l'antisémitisme et de l'islamophobie telle que je l'ai définie, c'est-à-dire des régimes de domination sociale et de leur croisement dans l'Occident chrétien. Donc le fait qu'il y ait eu des sociétés où les musulmans sont majoritaires et les juifs minoritaires, bien évidemment, et je le mentionne à plusieurs reprises quand cela est pertinent pour ma recherche, mais ça ne rentre pas dans le cadre de mon étude. Je pense que la critique de M. Segré, très clairement, est formulée dans un contexte polémique. Un contexte polémique qui présume que l'antisémitisme est le même partout, donc que ce soit dans le monde musulman ou ici, ce qui n'est évidemment pas vrai. Je pense d'un point de vue de l'histoire des idées, les idées ne sont pas les mêmes, les structures ne sont pas les mêmes, l'histoire n'est pas la même, il faut les distinguer clairement, et je le fais. Et lorsqu'il y a des intersections, je le mentionne également. Mais je pense que le traitement des Juifs dans le monde musulman n'est qu'un sujet périphérique dans mon travail. Dans le monde académique, nous sommes obligés, quand nous publions, d'avoir un sujet bien défini, un contexte bien défini historiquement, et nous devons passer plusieurs filtres. C'est-à-dire, avant d'être publié, on regarde si notre méthodologie tient la route, s'il y a des choses qu'on a oublié de mentionner, et si on a surtout la compétence de faire cette recherche. Je pense que c'est plus dans le monde polémique où on parle un petit peu de tout à la fois. Et c'est quelque chose que je revendique. Je ne suis pas un polémiste. Je pense qu'il y a un autre problème qui est une tentative peut-être de saboter l'approche critique à certains aspects de l'histoire européenne, où en quelque sorte, si on souligne un phénomène tel que le colonialisme, le racisme, l'esclavagisme, etc., pour en quelque sorte, si vous voulez, soulager les états d'âme de la personne européenne, le sujet européen qui lit cela, il faut également, si vous voulez, lancer des accusations à l'encontre des autres peuples et donc parler d'esclavage musulman, d'impérialisme musulman, etc., etc. C'est quelque chose qui, évidemment, ne rentre pas du tout dans le cadre de mon travail. Alors, j'ai noté dans votre livre que l'un des cœurs à la fois de l'islamophobie et de l'antisémitisme, c'est aussi l'association étroite que font, par exemple, certains entre juifs ou musulmans, et d'un côté, et de l'autre, le fanatisme religieux. Comment est-ce que vous analysez le fait que l'on associe forcément ces religions, non pas à leurs pratiques qui sont le plus souvent d'une quotidienneté privée absolument inoffensive, mais à l'aune de leur capacité à être nuisibles sur un plan national, voire sur un plan international? D'accord. Je pense que l'idée de fanatisme est plus caractéristique de l'époque moderne. Et je pense que dans la construction de l'altérité, surtout musulmane, mais dans une moindre mesure également juive, cette idée commence à émerger avec le mouvement de sécularisation. Donc l'Europe qui, à partir du XVIIIe siècle, commence à s'auto-définir
comme principalement rationnel et laïque ou séculaire, érige ces autres, si vous voulez, juifs et musulmans, comme irrationnels et fanatiques, c'est-à-dire profondément religieux. Ce n'est pas simplement un discours négatif de description de l'autre, c'est aussi un discours racial au XIXe siècle. Donc, dans les travaux d'Ernest Renan, qui est donc le philologue sémitiste le plus éminent de son époque, qui a eu une influence énorme sur le regard qu'on a sur les peuples sémitiques, c'est-à-dire principalement l'autre interne juif et l'autre externe arabe et par extension musulman. Le fanatisme est une caractéristique raciale immuable, principale de l'islam. Cette idée-là est ensuite reprise dans le cadre de l'orientalisme colonial, c'est-à-dire dans les textes orientalistes coloniaux, que ce soit par les administrateurs coloniaux, les médecins coloniaux, les dirigeants militaires coloniaux, etc., pour décrire en général le comportement des indigènes musulmans dans les contextes coloniaux où il y en a, c'est-à-dire principalement en Algérie française, mais également en Égypte sous occupation britannique, en Inde, etc., etc. Et il est absolument fascinant de voir que souvent les soulèvements des indigènes musulmans algériens sont décrits par ces gens-là, sont attribués plutôt à leur fanatisme inné et religieux, et jamais au traitement qu'ils reçoivent, à la dépossession dont ils ont fait l'objet, aux punitions collectives qui les visent et au régime disciplinaire qui les inclut. Donc ça devient un petit peu, si vous voulez, une clé qui permet de résoudre le problème principal du colonialisme, c'est-à-dire le mauvais traitement des indigènes, en l'attribuant non pas à notre comportement, mais à cette chose religieuse et raciale innée qui existe en chacun d'eux. Et ça perdure jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'époque contemporaine. Certainement, je pense que c'est une idée qu'on peut très clairement identifier encore aujourd'hui. C'est une idée qui perd un petit peu de sa centralité entre la chute de l'Empire ottoman et l'abolition du califat pendant quelques décennies jusqu'à la révolution iranienne de 79, où elle réémerge. Et évidemment, on lui offre une seconde vie après le 11 septembre. Mais le fanatisme inné de l'islam est un discours extrêmement courant, comme n'importe quelle personne qui ouvre un journal aujourd'hui ou regarde les chaînes d'information continue en France pourra s'en rendre compte immédiatement. C'est tout à fait observable. Alors, autre aspect intéressant que vous abordez dans votre livre, la question du mythe du complot et de la conspiration. Alors, vous parlez beaucoup du complot juif. Moi, je vais mettre en parallèle de façon un peu brutale, en fait, le complot juif avec le complot islamiste dont on nous parle tout le temps aujourd'hui. Hein, on nous parle des deux. Hein, on entend beaucoup ça à la fois dans certains endroits, dans certaines manifestations et parfois même sur les chaînes de télévision, comme vous disiez tout à l'heure. Je pense notamment, par exemple, moi, sans arrêt, on me balance au visage la question des frères musulmans. Alors, ils seraient partout, ils seraient responsables d'énormément de choses. Ils auraient des marionnettes dans absolument toutes les institutions, etc. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent en fait de mettre en parallèle, en gros, cette question du complot juif qui tire ses racines depuis très très longtemps, avec aujourd'hui la question du complot islamiste? Oui, je pense que vous avez raison. C'est-à-dire dans ce cadre complotiste, on accorde des pouvoirs souterrains et presque surnaturels à certains groupes, comme on a pu le faire de par le passé dans le cadre de l'antisémitisme. Par exemple, l'Alliance israélite universelle était considérée comme le fer de lance de la domination juive en Europe dans certains textes. Je pense que c'est dans le cadre précis des frères musulmans, il y a un courant aux États-Unis qui s'appelle le djihad furtif, qui voit la main des frères musulmans derrière toutes les organisations à caractère islamique. S'il y a une association, une ONG, une organisation qui contient le mot islamique
dans sa désignation, des gens comme Robert Spencer, Pamela Geller, etc., le décriront comme une succursale, si vous voulez, des frères musulmans. En France, on a Marianne qui fait ça. Le journal Marianne fait ça tout le temps aussi, il le fait très bien. Bon, la réalité est évidemment différente. La réalité, c'est que nous parlons non pas d'une organisation, mais d'une nébuleuse qui a effectivement des succursales dans beaucoup de pays, principalement dans le monde arabe. Je pense que on n'est pas exactement sûr qu'ils se parlent même entre eux. Donc, il y a selon moi pas un bureau central qui contrôlerait le programme ou l'idéologie des sous-groupes et des groupes nationaux, et encore moins évidemment l'âme ou la pensée de leurs adhérents. Mais je pense qu'il faut lire cela dans un contexte plus large de complotisme islamophobe que l'on retrouve dans la théorie d'islamisation, qui part du principe ou qui suggère que l'essence raciale spécifique des musulmans est le complot, et que ce complot vise à dominer l'Européen. C'est une idée qu'on retrouve évidemment dans l'antisémitisme complotiste, avec des différences notables, mais aussi avec une dynamique très similaire. Et selon cette théorie qui se nourrit également de données démographiques contournées, déformées, etc. Le grand remplacement. Le grand remplacement, Eurabia, les variantes, si vous voulez, de la théorie d'islamisation, nous suggèrent que, donc selon les théories, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, les musulmans seront majoritaires en Europe, ce qui est déjà extrêmement problématique, comme l'a analysé mon confrère Raphaël Liogier, mais qui suppose aussi que cette masse musulmane est en quelque sorte monolithique, identique, et qu'elle partage un but complotiste, qui est en fait l'imposition d'une charia tout aussi monolithique à la population européenne, chrétienne et juive. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut le voir. Mais ça fait une grosse différence, par exemple, avec la question démographique. C'est une grosse différence avec le complot juif, où là, c'est souvent un petit nombre qui piloterait absolument toutes les décisions qui seraient prises dans le monde. Est-ce que ça fonde pas une différence quand même importante? Absolument, c'est la différence principale. Donc, dans les théories de domination juive, que ce soit dans les protocoles des sages de Sion ou dans la France juive d'Édouard de Rumont, etc., la force des Juifs, malgré leur petit nombre, leur nombre souvent très restreint, car dans les protocoles des sages de Sion, ceux qui ourdissent le complot sont les 12 sages de Sion, il n'y en a pas plus que cela, mais ce qui fait leur force est leur contrôle supposé des finances européennes, donc leurs moyens financiers infinis selon Drummond, et leur contrôle total sur les médias, donc sur une machine de propagande énorme. C'est une idée qui est centrale à la pensée d'Édouard Drummond, mais qu'on retrouve dans les protocoles des sages de Sion et le complotisme antisémite en général, etc. Il y a une différence de taille ici, puisque le complot islamique est mené à bien avec le grand nombre. C'est un complot de submersion démographique, donc on n'est plus dans le cadre d'un petit nombre qui contrôlerait, etc., mais le grand nombre. Mais à l'intérieur de cette différence, il y a quand même de nouveau une similitude, notamment chez Batior, qui est la doyenne de ces théories d'islamisation, notamment avec son livre Eurabia, l'axe euro-arabe, dans lequel il y a évidemment un complot démographique, mais elle prétend qu'il y a également une puissance financière infinie qui soutient les musulmans, à savoir les États pétroliers. Donc il y a un côté un petit peu qui fait très choc pétrolier 73. Je pense que c'est à cette époque-là que cette idée s'est développée, mais qui ne tient absolument pas debout aujourd'hui. Donc il y a une puissance financière derrière le complot d'islamisation. Et il y a également un contrôle des médias. Donc, chez Batior ou chez Renaud Camus, le grand remplacement, etc., les médias soutiennent le complot. Ils sont contrôlés, si vous voulez, par les conspirateurs. Ou au moins complices. Voilà. Dans le dernier chapitre, vous placez la question palestinienne au centre d'un, je vous cite, réagencement des racismes. Sur quels arguments philosophiques ou sociologiques ou historiques vous vous appuyez pour affirmer ça?
Oui, c'est une observation historique. Ce que je remarque, c'est que l'agent islamophobe ou l'agent antisémite, jusqu'au XXe siècle, est le sujet occidental. C'est le sujet occidental qui élabore les idées de ces structures, de ces constructions de l'altérité. Et en général, même dans les situations, si vous voulez, les contextes individuels, etc., l'agent est toujours occidental. Les auteurs des textes sont occidentaux. Ce qui se passe au XXe siècle, c'est qu'il y a un réagencement au sens propre, c'est-à-dire l'agent change, l'agent occidental reste, mais il y a également l'émergence de la figure d'un musulman antisémite et d'un juif islamophobe. Qui sont très situés. Hein. J'essaie de le décrire, c'est absolument pas quelque chose que l'on puisse généraliser. Les juifs ne sont pas généralement islamophobes et les musulmans ne sont pas généralement antisémites. Mais il y a des groupes, et il faut le reconnaître, qui font preuve de ce que j'appelle une espèce d'impuissance discursive, c'est-à-dire une incapacité à s'émanciper, à se libérer d'un cadre conceptuel et idéologique élaboré par cette tierce personne, ce sujet externe qu'est l'occidental, et qui en fait s'applique les uns aux autres des constructions racistes qui auraient pu au XIXe siècle leur être appliquées à eux-mêmes. Donc c'est ça qui est fascinant, et le cadre historique de ce changement est le mandat de la Palestine pendant l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire l'idée de la race sémitique perd de sa crédibilité lorsque des Juifs et des Arabes se disputent le même territoire, les mêmes ressources, etc. Donc on cesse de les voir comme constituant une même race. Et ensuite, la question palestinienne et ses retombées discursives impliquent l'adoption d'un antisémitisme à caractère européen, donc qui inclut le négationnisme, etc., par certains groupes, principalement islamistes, dans le monde musulman, et l'adoption d'une islamophobie par certains groupes sionistes et d'une littérature anti-palestinienne dont je parle dans mon dernier chapitre. Alors, c'est pas dans votre livre, mais parfois on entend beaucoup parler dans les débats publics ou privés, de concurrence entre les victimes de racisme, pardon. C'est d'ailleurs la source d'un certain nombre de confusions et de ressentiments entre les victimes à la fois d'antisémitisme et les victimes d'islamophobie. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce qu'on résout en fait ce problème de concurrence? Oui, c'est un concept que je reprends à mon compte, mais que je dois à mon confrère Jean-Michel Chaumont, qui lui l'avait utilisé pour analyser la concurrence entre les résistants français et les juifs français pour le statut de victime des camps nazis. Il faut savoir que pendant très longtemps, c'était principalement les résistants qui étaient considérés comme les victimes de la machine concentrationnaire nazie. Et ce n'est que grâce aux efforts d'un certain nombre de militants, dont par exemple Elie Wiesel, et au procès d'Adolf Eichmann, que dans les années 60, il y a une reconnaissance victimaire des Juifs dans le cadre de la Shoah. Donc ce qui est central ici, c'est la reconnaissance. Or, il existe des courants qui s'imaginent, pour reprendre les termes de mon confrère Rothberg, des courants qui s'imaginent que les ressources si vous voulez, d'empathie, de compassion qui existent dans la société envers les groupes racialisés sont une denrée rare, des ressources limitées. Et dès lors, il faut élaborer une hiérarchie des victimes et s'assurer que la sympathie collective va vers un groupe aux dépens d'un autre. Et c'est quelque chose qui est extrêmement problématique, puisque comme je le précise dans mon livre, enfin le but de mon livre est de montrer que la pensée raciale est cohérente et qu'on ne peut pas se protéger d'une forme de racialité tout en encourageant ou en soutenant ou en ignorant d'autres formes de racialité. Et qu'en quelque sorte, le combat antiraciste se doit
d'affronter toutes les formes de racialisation en même temps pour être efficace. Ouais, même si, enfin, je vais me faire l'avocat du diable, mais parfois le temps du débat public, par exemple, est assez limité. Les budgets qui peuvent être alloués à l'un ou à l'autre des racismes, ben, sont aussi limités. Si on doit construire, par exemple, un mémorial ou je sais pas, ou un musée, on peut pas en construire systématiquement pour tous les racismes. Donc, comment est-ce qu'on résout ce problème-là? Là, il y a une concurrence. Pour le coup, à la fois en espèces sonnantes et trébuchantes ou en temps. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas être un militant contre l'antisémitisme ou un militant anti-islamophobie. Je pense que c'est très important d'avoir une forme de militantisme spécifique. Mais ce militantisme ne doit pas impliquer soit un déni, soit une occultation des autres formes de racisme. Je donne quelques exemples très précis dans mon livre. Il y a des groupes que j'appelle ultrasionistes aux États-Unis. Qu'est-ce que j'entends par ultrasionisme? Ça veut dire que ce ne sont pas des groupes qui sont dans le mainstream sioniste. Ce ne sont pas tout simplement des groupes pro-israéliens. Ce sont des groupes qui soutiennent la colonisation des territoires occupés et qui soutiennent financièrement et logistiquement et discursivement l'infrastructure militaire d'occupation. Ces gens-là ont soutenu activement, un en particulier, Sheldon Adelson, qui était le soutien principal de la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016 et également de Benjamin Netanyahu, puisqu'il est le propriétaire d'un journal qu'on appelle en Israël le Bibiton, c'est le journal de Bibi, un journal qui est très pro Benjamin Netanyahu, exactement. Donc, je pense que le soutien à Donald Trump prend ses racines dans les positions de Donald Trump, notamment sur le statut de Jérusalem comme capitale de l'État hébreu. Et je pense également que son Muslim ban a joué un rôle. Donc il y a ici un soutien à une politique ultrasioniste, d'accord, et en même temps une politique islamophobe. Cependant, la résultante est que tout cela renforce le système racial, et on le voit dans les manifestations de Charlottesville en 2017, les manifestations du alt-right, c'est-à-dire des groupes suprémacistes blancs et néo-nazis qui soutiennent le président Donald Trump de manière unanime, d'accord. On commence à voir apparaître des saluts nazis. On commence à avoir une libération de la parole antisémite également, indirectement causée par l'élection de Donald Trump. Et ce qui est aussi intéressant de nouveau dans le cadre des croisements de l'antisémitisme et de l'islamophobie, c'est que l'un des slogans principaux de ces groupes était « Jews will not replace us ». Les Juifs ne nous remplaceront pas. Ce qui est une variante antisémite du titre du livre de Roland Camus, Le Grand Remplacement, en anglais. La traduction est « You will not replace us ». Vous ne nous remplacerez pas. J'ai une dernière question, Reza. Une fois, après la lecture de votre livre ou à la fin de cet entretien, une fois analysé tous les parallélismes historiques entre l'antisémitisme et l'islamophobie, la question c'est, bon, bah, on fait quoi? Par exemple, celles et ceux qui font des parallèles plus ou moins pertinents, d'ailleurs, ou plus ou moins nuancés, entre le sort des Juifs des années 30 et celui des musulmans aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça pertinent? Est-ce que ça peut être utilisé, par exemple, comme un argument politique fort pour lutter contre l'islamophobie? Oui, alors le parallélisme avec les années 30, non, cela ne me convainc pas. Je pense qu'il y a un parallélisme avec les années 1880, peut-être, la veille de l'affaire Dreyfus. Mais le parallélisme n'est pas mon objet, ni la comparaison d'ailleurs. D'ailleurs, je l'explique dans mon introduction, je ne pense pas qu'une comparaison soit possible, puisque nous sommes en train de parler de constructions idéologiques qui ne sont pas quantifiables. Et donc, ce n'est pas du tout mon objet. C'est plutôt pour montrer que parfois les deux ont une origine commune et que l'histoire, puisque les deux ont une temporalité différente, l'histoire de l'une peut éclairer l'histoire de l'autre. Mais une origine commune, ça veut dire aussi peut-être une solution commune. Oui, alors après, moi, je ne suis pas un militant, donc ce n'est pas à moi de déterminer les politiques du militantisme antiraciste. Moi, mon travail est un travail d'histoire
Et s'il peut être utilisé à cette fin, tant mieux. Mais je n'ai pas de compétences, si vous voulez, en ce domaine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en évidence deux choses. Premièrement, le fonctionnement global des formes de racisme, puisque je pense, enfin je suis convaincu, que mes confrères et mes consoeurs qui se penchent sur le racisme de couleur, l'antisémitisme et les autres formes de racialité notamment, le font chacun dans leur coin, avec une certaine concurrence, une certaine rivalité. Et donc les points de contact et les intersections énormes qui existent dans cette histoire, que Hannah Arendt avait déjà remarqué il y a de cela 70 ans, sont occultés. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est de reconnecter, si vous voulez, ces histoires, puisque je pense que cela nous mènera à une meilleure compréhension du racisme comme système de pensée globalisant. La deuxième chose, c'est que je pense que si les croisements entre l'islamophobie et l'antisémitisme, malgré leur évidence, ont été sciemment et délibérément ignorés et occultés jusqu'à aujourd'hui, cela a des raisons. Les raisons sont les retombées discursives de la question palestinienne, d'où mon dernier chapitre où je me penche sur la question. Donc j'espère que cela sera le premier pas vers d'autres recherches plus poussées. Personnellement, mon prochain livre sera une étude beaucoup plus approfondie de l'élément complotiste dans l'antisémitisme et l'islamophobie, qui, malgré les différences qu'on a soulignées aujourd'hui, présente des dynamiques discursives absolument frappantes. On a hâte de lire ça. Merci beaucoup, Reza. Merci.